Bonsoir à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Fulguropop. Ce soir, nous recevons Nico et Antoine et Julien pour vous servir. Bonsoir les copains. Salut. Salut, salut. Donc ce soir, on va vous parler d'un marché un peu spécial de la collection. C'est la VF, à la fois sur ses aspects collector, mais aussi sur ses aspects anecdotiques et sur un axe qui nous, Antoine, pour en parler mieux que quiconque, tient à cœur à pas mal de collectionneurs, qui est le rapport à la guerre des étoiles et à Star Wars en VF. Mais on essaiera d'élargir le sujet pour convenir au plus grand nombre et permettre les échanges les plus riches. Nous, on peut commencer en s'appuyant sur un élément d'actualité, parce qu'on essaie toujours de trouver un point d'ancrage. L'élément d'actualité, c'est la présentation lors du Comic Con Paris par l'équipe d'Hasbro Star Wars d'un packaging universel pour le monde entier, un packaging en 4 langues qui reprend les 3 langues originales du continent nord-américain, anglais, espagnol et français, auquel ils ont ajouté l'allemand, qui leur permettra de distribuer les jouets de façon indifférente sur l'ensemble de la planète, enfin, Europe et États-Unis, Amérique du Nord au sens large, sans avoir à passer par la case de la distribution européenne. C'est une petite révolution parce que mais ça va dans le sens d'un mouvement qui est assez ancien, de globalisation, hein, qu'on connaît tous, mais d'effacement aussi de la spécificité des versions françaises dans le monde du jouet, dans le monde de l'entertainment. C'est un truc qu'on a assisté, bien sûr, d'un point de vue marketing, ça a du sens, hein, ça permet d'économiser pour Hasbro, mais c'est aussi quelque chose qui existe, pour reprendre l'exemple de Star Wars, dans les films, avec un effacement progressif de ce qui faisait l'identité des traductions françaises. Et c'est probablement quelque chose qui est apparu, j'imagine, dans les années 90. Est-ce que toi, Antoine, tu pourrais nous évoquer cette période de charnière entre ce qui faisait l'identité française? Alors je rappelle, hein, l'identité française de Star Wars, c'est quand Ben Kenobi dit que les hommes des sables marchent en file indienne. C'est quand même une traduction osée pour un truc qui se passe dans une galaxie lointaine il y a bien longtemps. Que des noms sont modifiés comme Jabba le Forestier, Yann Solo, D2R2, Z6PO, Chic Tabac, voire Dark Vador, ça c'est resté. Mais on a assisté petit à petit à un remplacement de tous ces mots français, tous ces noms français de la guerre des étoiles vers Star Wars. C'est un mouvement qui a commencé quand à peu près? Alors, en fait, ça a commencé. Faut savoir qu'en 77, c'est Eric Kahn qui a été chargé de l'adaptation. Et bon, c'est toute une histoire, hein. Il venait d'adapter Orange Mécanique et puis on lui refile Star Wars. Et il se dit, bon, bah, faut que je fasse une œuvre littéraire. Donc, il a trouvé plein de choses assez franco-françaises, en fait, les moissonneuses-batteuses, effectivement la file indienne, les noms et qu'il a francisé, hein. Chewbacca, c'est celui qui mâche du tabac, donc il s'est pas embêté, il a mis Chic Tabac. Ça a même été d'abord écrit avec un C à la fin comme du tabac, hein, puis finalement ça s'est effacé. On a vu plein d'orthographes possibles. Et très vite, il s'est rendu compte que ça permettait de coller, de sortir des jouets francisés qui permettaient de ne pas du tout faire référence à Star Wars, hein. C'était vraiment La Guerre des Étoiles, c'était le titre qu'il avait trouvé. Et les jouets se sont quand même très vite ont repris des appellations anglaises dès le deuxième film, où on s'est rendu compte que, par exemple, le fait de perdre la guerre des clones pour la guerre noire, ça pouvait créer une discontinuité. Alors c'est vrai que Dark Vador s'est resté, y compris quand, après le Retour du Jedi, quand il y a eu la gamme Trilogo. Donc les trilogos, je le rappelle, hein, c'était des blisters Star Wars qui étaient destinés au marché européen, anglais, français, espagnol, avec un dégradé avec les 3 logos des films, qui finalement sont sortis sur le marché américain, comme quoi ça voulait dire que c'était une réussite européenne qui permettait de sortir les jouets déjà de manière assez universelle. On a retrouvé des trilogos dans pas mal de pays, hein. Il y a pas mal de recherches qui ont été faites là-dessus. On les a retrouvés en Scandinavie, on en a retrouvé en Amérique du Sud. Bon, ça a été quand même assez multidiffusé. Et les trilogos, on a d'abord gardé les noms emblématiques. Dark Vador, par exemple, la figurine trilogo de Dark Vador, le blister garde les 2 noms, Darth Vader et Dark Vador.
Par contre, on a abandonné les noms italiens, les noms allemands assez rapidement. Puis espagnol, c'était Darth Vader, donc il n'y avait pas de problème. Et voilà, ça c'était la première phase. Après, donc les titres français déclinés un peu dans tous les pays sont restés assez longtemps. Et c'est au moment vraiment de la ressortie en 97, donc 20 ans après, que là, le titre La guerre des étoiles a commencé à s'effacer. Alors en deux temps, hein, puisque on a d'abord ressorti les films sous l'appellation la saga Star Wars, donc ça permettait d'introduire le titre anglais avec l'épisode 4, La guerre des étoiles, l'épisode 5, l'Empire contre-attaque, l'épisode 6, le retour de Jedi. Et c'est vraiment au moment en 1999, la menace fantôme, que là, on est passé à une appellation vraiment normalisée partout dans le monde entier. Voilà, Star Wars, épisode 1, 2, 3. Bon, c'était une volonté de Lucas de reprendre en main avec une saga, avec des numéros d'épisodes. Et là, on commence à effacer la guerre des étoiles de la plupart du merchandising commun. On retrouve encore un peu sur quelques romans, notamment, où il y a encore la guerre des étoiles. Et c'est vraiment là, ça commence vraiment à essayer d'ancrer justement un peu sur la première trilogie, mais très vite, passé 99, on est sur du Star Wars, un peu sur tout le merchandising. Voilà en quelques mots. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est assez intéressant et puis surtout très surprenant parce qu'en fait, on a des allers-retours ou des trucs un peu bizarres qui se sont passés, notamment quand ils ont choisi d'appeler, de revenir au nom américain pour les droïdes, comme C3PO. Pour Ouais. R2D2, D2R2, ça peut encore passer, mais passer de Z6PO à C3PO, c'est quand même un gros changement qui est opéré en 99 dans la VF. Ah, attends, Euh, attends, attends, c'est pas que 99, parce que C3PO, on le retrouve, c'est très curieux, on voit C3PO sur des blisters français en 1983, c'est-à-dire que Chic Tabac, Chewbacca, il y a les blisters qui sortent encore avec Chic Tabac, et puis Chewbacca qui commence à apparaître, c'est-à-dire que les changements de nom, on les voit apparaître déjà sur le merchandising vintage à la fin, enfin au début des années 80. C'est très, très surprenant. Euh, Pourquoi? Bah pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, il y avait des petites erreurs de traduction. On ne voulait pas forcément perdre le public français, mais on s'est rendu compte que très certainement, il y avait des volontés de laisser les noms anglais pour ne pas perdre non plus un certain public, quoi, ou par raccourci. Et on se retrouve sur la gamme Retour Jedi notamment, c'est très bizarre parce que la plupart des noms sont francisés, parfois sont francisés au dos des blisters, mais on a par exemple Chief Chirpa, qui n'est pas ouais. traduit, on ne met pas Chef Chirpa, on met Chief Chirpa, on met Admiral Akbar. Donc c'était très, très drôle pour les Français à l'époque parce que on prononçait à la française les noms anglais parce qu'on comprenait pas quoi. Pourquoi on met pas Amiral Akbar? Il est appelé comme ça dans le film, mais sur le jouet, on le traduit pas, ou on le traduit parfois sur certains catalogues et pas sur d'autres. Voilà, c'est très. On sent que là, il y a déjà une volonté au moment du Retour de Jedi de normaliser, d'universaliser un petit peu les noms. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Oui, c'est Oui. c'est- c'est marrant ces allers-retours entre un packaging à vocation universelle qu'on comprend bien et en même temps bah, des réminiscences de spécificité nationale. C'est pas propre qu'à Star Wars parce qu'on l'a vu sur d'autres jouets dont on a parlé ou dont on va parler sur Figaro Pop. Peut-être, Nico, tu pourrais nous en dire plus sur les exemples qui te viennent à l'esprit? Oui, oui, bien sûr. Bah, en ce moment, c'est la période G.I. Joe au sein du magazine. Donc, j'ai quelques fautes relevées sur les file cards, notamment du ferrailleur de Zanzibar. Je laisse le soin à ceux qui ont chez eux bah, de regarder ou sinon sur Google Images. Et puis, même des fautes, on va dire, un peu plus grossières. La coquille, ça peut arriver, mais de là à pousser la faute jusqu'à une faction. Les matamors partir de 1989, de ce que j'ai relevé, ça devient les prédateurs pour la France. Et ça, cette trad-là, en fait, elle apparaît nulle part ailleurs, ni aux US, ni ailleurs. On n'a pas les Predators, ça reste les Dreadnoks aux US, et chez nous, on a Predator. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des traducteurs d'Asbro France. J'ai pas l'explication directe, mais
on a ce genre de choses-là. Les fautes d'orthographe, on les retrouve aussi derrière les cartes des, euh, des Tortues Ninja, les versions FRES qui ont été vendues en France, notamment derrière la carte du soldat foot. Pareil, on a une faute d'orthographe aussi, on a Mummy qui est mal traduit, qui est mal écrit avec une faute d'orthographe, quoi. Donc c'est ce genre de petites choses qui vont revenir chez nous. Et de fait, on sait qu'il y a un marché du collectionneur qui va rechercher le blister vintage qu'il a connu, donc plus prosaïquement le français. À l'étranger, c'est quelque chose, ce genre de variété française qui intéresse les autres collectionneurs. On trouve un attrait pour ce genre de produit. Oui. Euh, Vas-y, Nico, ouais. En fait, si tu veux, c'est la culture du jouet qui est différente. Je parle pour le vintage, hein. Il y a une mode en France en ce moment de retrouver du packaging français. Vraiment une mode. Ça a toujours plus ou moins existé, mais là, depuis, je dirais, 4 5 ans, c'est vraiment sur le devant de la scène. Pour des raisons, j'ai pas forcément les raisons en tête, mais on va dire, il y a des influenceurs, il y a des gens qui le font, d'autres qui suivent. Bon, peu importe, c'est pas très important. Mais si tu veux l'inverse, ben, ça va pas se vérifier chez nous. Euh, un blister français chez nous, on va le vouloir. La même édition en version anglaise, US, quoi, ça va pas nous intéresser. Alors que si tu vas aux US, par exemple, ou les Allemands, ou même les Italiens, tu sors un blister français, ben, ça va les intéresser parce qu'il y a une culture de la collection qui est différente. Ils vont vouloir forcément le blister qu'ils ont connu, eux, dans leur pays quand ils étaient gamins, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a un affect, il y a une sensibilité, mais ils vont chercher aussi l'édition étrangère. Alors, je ne dis pas que chez nous, ça n'existe pas, ça, loin de là, hein, mais on va dire que c'est une tendance qui est plutôt à la culture de la collection. Ouais, spontanément, je dirais les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie. Voilà ce que je peux dire pour Ouais. le. Moi, je l'expliquerais aussi ouais, peut-être par un facteur. En fait, les Anglo-Saxons, les Américains notamment, sont nettement plus collectionneurs que nous. Bon, pour la collection Star Wars, j'ai bien vu au cours du temps, en fait, dans les années 90, tu avais les premières revues, les premiers catalogues qui sortaient, et c'était d'abord 100% US. On ressent ce qu'il y a sur le marché américain, et tu sentais qu'il y avait des collectionneurs, bon, des plus connus, hein, Steve Sansweet, Gus Lopez, qui avaient déjà toute la collection qu'ils avaient achetée au fur et à mesure. Et au départ, il y avait un peu un désintérêt pour les gammes qui étaient sorties un petit peu autour, mais comme ils ont eu très vite, en fait, avec une longueur d'avance sur nous, bah, tout ce qui était sorti sur leur marché, leur côté un peu jusqu'au boutiste, et leur volonté de voir un peu tout ce qui sort. Alors, il y a des théories, hein, il y a des fans qui disent qu'au départ, les prix des blisters mécano étaient minorés dans les catalogues américains, exprès pour que les collectionneurs puissent se les procurer sans trop débourser des sommes folles. Bon, c'est peut-être un petit peu la théorie du complot de bas étage, je ne sais pas. Mais en tout cas, toujours est-il qu'au départ, ils ne savaient pas trop ce qui était sorti dans les autres pays. Et puis, bah, le réseau, c'était le début d'Internet, et puis le bouche à oreille aidant, ils ont commencé à se constituer. Et ce qu'on a vu pour Star Wars, on le voit aussi pour la gamme Motu, pour énormément de gammes, hein. On commence par ratisser chez soi, et puis par ramification, on va taper un peu dans ce qui s'est fait dans les autres pays. Les blisters italiens sont extrêmement recherchés. Les autocollants qui ont pu être apposés en Suède, au Pérou, ça atteint des prix pas possibles. Les blisters mexicains, n'en parlons pas, alors que c'était juste à côté des États-Unis. Et sur le marché français, je pense que bah, il y a un principe de réalité, c'est-à-dire que c'était un peu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on découvrait, et là encore, hein, je parle de toutes les gammes, on découvrait des jouets qui n'étaient pas sortis en France. Donc il y a eu le mouvement inverse, c'est-à-dire ah tiens, il y a le Playset Cloud Car, enfin Cloud City qui est sorti aux États-Unis, on veut tous se le procurer. Et puis finalement, on s'est rendu compte que bah, le marché français était intéressant, justement parce que les Américains le recherchaient, parce qu'il y avait des petites fautes de frappe, des petites anecdotes croustillantes. Je pense Gargamorean avec nous, je crois qu'on a mis 2 M, et puis aux États-Unis, ils en ont mis qu'un seul. Bon, des choses comme ça. Et voilà, c'est ce qui explique un petit peu la différence de marché.
Et oui, c'est vraiment une logique de marché. Puis il est vrai aussi qu'on trouve beaucoup quand même, y compris dans nos ventes qu'on voit de collectionneurs français, de produits US. Je pense aux cartes Star Wars Return of the Jedi ou The Empire Strikes Back. C'est des fois plus facile de se procurer des cartes US que des cartes françaises, enfin de mon expérience de collectionneur, et les prix sont parfois plus intéressants sur ces modèles-là qui ont été produits en plus grande quantité, de fait, Bien sûr, ouais, compte c'est tenu du ça, ouais. marché américain. Ouais, ouais, C'est c'est ça, c'est des différences de quantité aussi. C'est que, et puis les Américains sont beaucoup plus conservateurs dans le sens, ils vont pas jeter un packaging comme nous on a pu le faire négligemment. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui s'en mordent les doigts, qui ont jeté leur blister avec les liserés jaunes là de Maître de l'univers, ouais, L'univers. et maintenant qui sont extrêmement recherchés, quoi. C'est des trucs de fou. Oui, moi, je vais te dire, je les jetais tellement vite les blisters que je sais même pas si ça se trouve s'il y avait un liseré jaune ou pas sur les cartes que j'avais Ouais, gamin, hein. C'est ouais, tu t'en souviens plus, tu t'en rêves la nuit, tu te dis, mais ils étaient comment mes blisters? Mais c'est pas possible. pas possible d'avoir été aussi bête, Ouais, c'est imprévoyant. ça, exactement ça. Limite impécunieux. Ouais, et c'est donc une spécificité, moi, que je trouve intéressante, les trucs au-delà de l'aspect nostalgie, hein, parce que c'est vrai que ça joue à plein, hein, quand on se replonge dans ces sujets-là. On se dit, tiens, ça je l'ai eu gamin, et ça, c'est la carte que j'ai eue, ou la carte que j'ai vue, que j'aurais aimé avoir. Et ça joue beaucoup, et puis c'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un petit côté peut-être chauviniste, chauvin, qui marche un peu. Mais la VF, c'est un sujet qui marche bien dans les collections, qui se casse visiblement la figure dans les supports, d'ailleurs, que c'est pas toujours de bonne qualité. En tout cas, il y a une baisse, a priori, du niveau des traductions, de l'engagement dans la traduction des films. On a vu des anecdotes rigolotes, et peut-être des défauts de continuité. On va finir pour revenir sur Star Wars, où il y a eu quelques trucs rigolos ces dernières années, mais typiquement la traduction du titre de l'épisode 8 en Les Derniers Jedi pour The Last Jedi, c'est carrément un contresens, parce que les auteurs originaux, les anglo-saxons, disent que c'est le dernier Jedi, parce qu'ils parlent de Luke Skywalker comme dernier Jedi, et pas plusieurs Jedi qui seraient les derniers des Mohicans. De Bien la même sûr, mais façon, ouais, ce qui est marrant, c'est que, excuse-moi, je t'interromps, mais vas-y. sur ce dernier film, ce qui est très marrant, c'est que parfois la traduction finalement rattrape le titre en français, Les Derniers Jedi. Quand tu revois le film, il est pas si neuneux finalement, parce que Non, t'as le gamin à la fin qui prend son balai. Finalement, les Derniers Jedi, c'est pas les derniers, il y en a plein, quoi. Donc, mm, les erreurs de traduction parfois rattrapent le. Bon, c'est pareil, la guerre noire, moi, ça m'a fait fantasmer pendant des années. moi Finalement, aussi. quand j'ai appris que c'était la guerre des clones, Ouais. quelque part, j'étais déçu. Tu vois, je me disais, mais la guerre noire, je m'imaginais un truc super sombre. Bon, c'est assez drôle. Et 6PO qui en revient à dire je m'appelle C3PO, jadis 6PO, Ah, un c'est clin d'œil. phénoménal comme pirouette, Ouais, quand même, ouais, je ouais, trouve. ouais. Et de Très, la même très drôle. façon, on a quand même un problème de continuité. Par exemple, dans Rogue One, pendant tout l'épisode 4, où on appelle la Death Star l'étoile noire, Ouais, elle devient l'étoile de la mort dans l'épisode 6, enfin la deuxième ouais, version. Et pour nous, c'est deux éléments différents en France. Étoile ouais. noire, étoile de la mort, alors que dans Rogue One qui se passe avant l'épisode 4, il parle d'étoile de la mort, de façon complètement incongrue. Si on regarde les deux films d'affilée, on comprend quasiment pas, quoi. C'est pas le même sujet. Alors, il y avait quand même des petits malins qui avaient senti le coup venir. C'est très curieux, c'est que j'ai les disques 33 tours là, des éditions Hades, là, 33 tours et 45 tours, où c'est Dominique Paturel qui raconte le film et qui dit l'étoile de la mort ou l'étoile noire. Il dit les deux Ah, d'accord. dans le texte. Il prend soin de dire les deux, ce qui est très curieux. C'est-à-dire que bon, il s'était fait avoir, hein, puisqu'il y avait un premier disque où il parle de Chewbacca comme une bête qui a 8 pieds. Et en fait, c'est une Donc c'est traduction la taille. littérale. Voilà, c'était la taille. Et ils ont mal traduit. Ils disent qu'il a 8 bras, 8 pieds. Donc c'est n'importe quoi. Et ils ont refait le disque d'ailleurs pour corriger cette faute de traduction. Ce qui est quand même. Alors là, par contre, je ne sais pas si ça intéresse vraiment les Américains. C'est vraiment des trucs de puristes. Mais
pour dire vraiment que la traduction, c'était pas un long fleuve tranquille à l'époque, quoi. Et on voit, je sais pas, récemment, on a mis sur Fulguropop, on voit que même maintenant, ça arrive encore qu'il y ait des plantages assez monumentaux sur les traductions françaises. Voilà. Oui, sur un avertissement de sécurité sur la carbonite, c'est ça? Oui, c'est assez drôle. Ouais. C'est l'aimant contient des carbonates ou la Ouais, c'est ça. carbonite contient un aimant. C'est pas la même Exactement. chose, mais ça fait visiblement que ça fait défaut aux traducteurs des emballages qui sont probablement en train de bosser sur Google Translate toute la journée. Donc on va pas leur en vouloir, mais ça nous a permis de sourire et d'avoir un petit clin d'œil, un article assez sympa d'Antoine fin octobre sur le sujet et qui nous a rappelé effectivement que, comme tu le dis Antoine, la traduction n'est pas un long fleuve tranquille. Et je pense que Non. dans les prochains articles de Nico sur des boîtes vintage qui vont arriver là sur Fulguropop, on aura l'occasion de revenir sur ce genre d'anecdotes parce que c'est toujours une espèce de mine d'or et à la fois une mine de sel pour essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là. Ah ouais. C'est pas Ouais, toujours ouais. évident. Il y a quelques trades FR là qui valent le coup. Ouais. J'avoue que c'est assez exceptionnel. Mais j'en dis pas plus, ce sera rigolo de découvrir ça ensemble. Voilà, le rendez-vous est pris. Vous savez où trouver ce genre d'anecdotes et de découvertes. Ça sera sur Fulguropop, probablement dans la rubrique de Nico ou dans les chroniques que peut tenir Antoine sous le nom de Fan Solo avec son focus Star Wars et son attrait pour son goût pour les anecdotes et les spécificités françaises qui sont parfois très surprenantes pour nos collections. Ce sera sur Fulguropop bientôt. On vous remercie d'avoir participé Antoine et Nico à ce nouveau podcast. On vous dit à très bientôt et bien sûr sur Fulguropop. Au revoir. Au revoir. Bye bye, au revoir.